Bienvenue dans ce 77e numéro de Terres et Vignes de l'Aube. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet qui fâche, la qualité de l'eau et les nitrates. Alors peut-être que certains d'entre vous vont d'ailleurs se réconcilier avec le monde agricole durant l'émission, puisque invités et reportages vont vous permettre de découvrir les actions menées depuis 15 ans par les agriculteurs pour améliorer la qualité de l'eau. Actualité, coulisses du salon de l'agriculture seront également au programme de cette émission. Bref, de belles surprises en perspective. Place au sommaire. Les agriculteurs veulent-ils avoir le droit de polluer l'eau? Suite aux manifestations contre le 5e plan nitrate, cette idée peut venir à l'esprit. Aujourd'hui, Terres et Vignes de l'Aube permet de découvrir un panel d'actions et de résultats menés par les agriculteurs depuis 15 ans, des agriculteurs protecteurs de la qualité de l'eau. Que font-ils dans ce sens? Réponse avec nos invités et en images. Donc la qualité de l'eau, moi j'en bois tous les jours. Donc si l'eau est bonne, forcément je vais pas me plaindre. C'est vrai qu'au départ on s'est dit on perd un petit peu. Bon, ici on perd 1,5 hectare ou presque 2 hectares même. Mais ça me gêne pas. Si c'est pour améliorer la qualité de l'eau derrière, ça ne me gêne pas. Durant l'émission, nous verrons également les faits marquants de l'actualité agricole auboise. Autre découverte, la PAC, politique agricole commune, comment ça marche, et les coulisses du concours général agricole avec des produits du terroir grâce à la rubrique Contre-champ. Je prends au hasard dans le stock, voilà. Médaille va influer. Certains clients, chaque année, en revenant au printemps. Alors cette année, qu'est-ce que vous avez eu comme médaille? Terres et Vignes de l'Aube, une autre vision du monde agricole, c'est maintenant. Avec nous pour parler de la qualité de l'eau, Jacques Dess, vous êtes agriculteur à Bussey-en-Othe. Bonsoir. Bonsoir. Alors durant cette émission, on va évoquer la lutte contre la présence de nitrates dans l'eau. Question de pédagogie, c'est quoi un nitrate? Un nitrate, nous on utilise de l'azote et ça se transforme dans le sol. L'azote est un engrais que l'on met pour nourrir la plante. Pour nourrir la plante. Et dans le sol, il se transforme et ça devient un nitrate. Voilà. Et à vos côtés, autre invité, Lionel Bouvet. Oui. Bonsoir et merci d'être là. Alors vous êtes chargé de mission eau potable à la Chambre d'agriculture. Question vraiment de grand public. Nitrate et eau, apparemment, ça ne fait pas bon ménage. Quel est le lien? Alors en fait, il faut revenir sur ce qu'est un nitrate. Donc c'est une substance chimique qui est naturelle, qu'on trouve à l'état naturel et qui vient essentiellement de la décomposition de la matière organique, qui vient aussi donc des engrais et des fumiers organiques qu'on va apporter, des eaux usées domestiques et industrielles. Donc nous, on a tous besoin d'azote parce que l'azote, c'est un constituant essentiel des protéines et que c'est... en gros, nous, on satisfait nos besoins via notre alimentation et les plantes, elles utilisent essentiellement des nitrates comme source d'azote. C'est pour ça qu'on a besoin de nitrates. Alors, mais en quoi finalement on dit les nitrates, il faut faire attention? Le lien avec la qualité de l'eau, c'est que en fait, il faut voir l'aspect le problème sous deux aspects. C'est que il y a la qualité des eaux de surface, donc des rivières, qui elle peut être altérée par les nitrates, qui entrent dans un phénomène d'eutrophisation. Donc c'est un développement excessif d'algues qui vont étouffer un peu le milieu, les nitrates n'étant pas les seuls responsables de ce phénomène qui est assez complexe. Et vis-à-vis de la qualité des eaux souterraines, en fait là on parle des nappes phréatiques, donc c'est pas vraiment les nitrates qui posent problème, c'est les nitrites qui sont dangereux, potentiellement dangereux pour l'homme. Les nitrates étant potentiellement dégradés ou réduits, transformés en nitrites par des bactéries. Donc ça touche essentiellement les nourrissons. Les nitrates. On a bien compris l'enjeu, et ça c'est important de le souligner parce qu'on parle souvent de nitrates dans l'actualité et on a du mal à comprendre ce genre de pédagogie, ce genre d'explication, on a du mal à les avoir. Mais ces derniers temps, Jacques Dess, les agriculteurs au bois, ils ont régulièrement manifesté contre un 5e plan nitrate qui est décidé au niveau européen. L'apport en nitrate, il est régulé par des directives, c'est ça? Oui, par le passé, on a apporté de l'azote impunément, on va dire, sans avoir trop de contrôle ou de contraintes plutôt. Et aujourd'hui, donc, dans toutes les zones vulnérables, donc, dont le département est concerné à 100% par ces zones vulnérables, nous sommes donc réglementés par des directives nitrates. Donc là, on arrive à la 5e et ça nous a permis par le passé, par exemple, de faire des choses vraiment franchement positives. Des bandes enherbées le long des cours d'eau pour protéger, donc des bandes enherbées de 5 mètres pour éviter la projection d'engrais.
des choses vraiment positives. Là, on arrive à la 5e, et là, il y a des choses qui ne vont plus. Alors justement, on en reparlera, mais je reviens à cette idée que, quelque part, les agriculteurs n'ont pas attendu les directives pour améliorer la qualité de l'eau. Oui, on a vu, donc l'azote, en fait, ça sert à nourrir les plantes, et quand il y en a trop dans l'eau, en fait, ça étouffe un peu le milieu, et c'est pas une bonne chose. Donc, c'est comme l'alimentation, pas trop d'excès. Il y a un équilibre à trouver. Oui, voilà. Et depuis la prise de conscience des effets des pratiques agricoles sur la qualité de l'eau, les méthodes ont changé. Cela fait près de 15 ans, figurez-vous, que des conseils, mais aussi des actions sont menées afin de passer de pratiques qui polluent, c'était dit tout à l'heure, à des pratiques qui protègent l'eau. C'est un changement d'univers et je propose de voir quelques exemples. Si le 5e plan nitrate est appliqué, Jacques Dess perd 50% de ses surfaces. Pourtant, il n'a pas attendu les directives pour choisir des pratiques qui prennent en compte l'environnement. Les insecticides qu'on utilise sur le colza, le moins possible, mais on est un peu obligé d'en faire, on traite le soir ou le matin quand les abeilles ne volent pas. Ce bon sens est appliqué également pour préserver la qualité de l'eau. Jacques Dess a mis en place des bandes enherbées de 5 mètres de large. Ces zones captent les intrants des parcelles agricoles. Ça réduit de 85% à peu près, ce qui est considérable. Donc la qualité de l'eau, moi j'en bois tous les jours. Donc c'est vrai qu'au départ on s'est dit on perd un petit peu. Bon, ici on perd 1,5 hectare, ou presque 2 hectares même. Si c'est pour améliorer la qualité de l'eau derrière, ça ne me gêne pas. Autre action pour protéger l'eau, depuis 1995, Jacques cultive différemment. Comme vous pouvez le constater, on travaille nos parcelles en travers. Et c'est là l'essentiel, c'est que ça ne ravine pas. Dans ces parcelles-là, il n'y a plus d'eau qui descend. Et en plus, on ne laboure plus ces parcelles. Quand on laboure, on fait comme une table sous le sol. Donc l'eau, quand elle arrive dessus, elle glisse. Alors que nous, on ne laboure plus, donc on fissure un peu plus en profondeur. Du coup, l'eau, elle reste sur une plus grande masse de terre. Jacques n'en reste pas là. Il continue à trouver et appliquer de nouvelles solutions afin d'éviter que les nitrates aillent dans l'eau. Ici, c'était du blé. On l'a récolté. Et derrière, là, au printemps, on va semer une orge de printemps. Et entre les deux, on a semé ce que l'on appelle une cipan. Donc une culture intermédiaire piège à nitrate qui sert à capter tout ce que le blé qu'on avait récolté l'année dernière n'a pas consommé. C'est transformé en humus et ça sert à la plante de derrière. Ce qui permet aussi de diminuer nos apports d'azote sur la culture, en l'occurrence, d'orge de printemps pour cette année. Même si l'azote nourrit les plantes plutôt que terminer dans l'eau, Jacques est obligé d'en utiliser pour chaque nouvelle culture. Là, il applique le fractionnement des apports. Sur du blé comme celui-ci qui est près de nous, on met 500 litres à l'hectare par an que l'on apporte en 4 fois. Et le 4e si nécessaire, alors qu'hier c'était automatique. Du côté de Brienne, Fabrice Doton et d'autres agriculteurs ont sollicité l'agence de l'eau pour protéger les points de captage. Nous protégeons en fait l'eau pour le puits donc, qui se situe à 2 km devant nous, le puits donc, de la ville de Brienne qui se situe là-bas. Donc en fait, toutes les terres qui sont dans cette zone-là, nous avons proposé à l'agence de l'eau de nous engager dans des mesures pendant 5 ans, donc des mesures agro-environnementales territorialisées. Et ces mesures visent à diminuer la quantité d'azote que l'on apporte dans les sols. Bien entendu, ces mesures ont été accompagnées donc, de compensations financières, car nous avons accepté de baisser aussi nos rendements par la même occasion, forcément. Les solutions techniques sont également mises en œuvre pour éviter les surdosages. Nous prélevons la terre pour la faire analyser. Nous savons ce qu'il reste d'azote dans notre sol. Et maintenant, nous avons l'avantage de pouvoir savoir exactement ce qu'il faudra que l'on apporte et donc pas plus. Le pulvérisateur équipé de GPS nous permet désormais de ne pas recroiser, on va dire, entre 2 passages pour éviter le surdosage de l'azote en bout des rampes. Il nous permet aussi, avec les coupures de tronçons, quand nous retournons au bout de notre parcelle, la coupure se fait automatiquement et est gérée donc par le satellite. Du bon sens au satellite, protéger l'eau prend des formes multiples. Alors c'est sûr, ça change un peu de l'image d'Épinal qu'on a sur ce sujet. Jacques Dess, dans ce sujet, vous évoquiez des bandes enherbées, des apports en azote. Pour le téléspectateur qui n'est pas au fait de ce que vous faites complètement, vous parlez de 500 litres d'azote sur 1 hectare. 1 hectare, c'est quoi exactement? Ça correspond à quoi en taille? 1 hectare, si on se rappelle un petit peu, c'est 100 mètres sur 100 mètres, soit 10 000 mètres carrés. C'est pour avoir une image qui parle à tout le monde, j'imagine. C'est un stade de foot à peu près. Enfin, c'est un petit peu plus grand qu'un stade de foot ou un stade de rugby en fonction. Et donc 500 litres,
C'est ce qu'on met sur cette surface. Sur un stade de foot. Voilà, sur un stade de foot. Stade de foot. D'accord. Lionel Bouvet, on a vu dans ce sujet, les agriculteurs ont déjà appliqué des mesures correctives pour améliorer la qualité de l'eau. Quels sont les résultats ? Alors effectivement, donc il y a des mesures correctives qui ont été appliquées sur le terrain, on l'a vu. Toutefois, il est difficile de voir les résultats aujourd'hui parce que les pollutions qu'on constate aujourd'hui sont essentiellement dues à des pratiques d'il y a une ou voire plusieurs décennies. En fait, il y a une expérimentation qui est menée donc dans la Marne sur un site expérimental qui a montré que la migration verticale de l'azote dans le sol, elle est de 40 à 45 cm par an en sol de craie. Et ça veut dire que si la nappe elle a 10 mètres de profondeur, l'azote il va mettre 20 ans à atteindre la nappe. Donc c'est un combat sur plusieurs décennies. Donc c'est un combat sur plusieurs décennies. Nous on est en train d'essayer de construire une expérimentation dans l'Aube pour compléter nos références sur d'autres types de sols afin d'avoir un panel assez élargi qui nous permettra de voir directement ce qui sort, pour avoir des résultats plus rapides en fait, ce qui sort directement sous la zone racinaire, donc ce qui peut potentiellement arriver à la nappe phréatique. En simplifiant, ce que vous mesurez aujourd'hui, c'était les actions que vous meniez il y a 40 ans, c'est ça? Ce qu'on mesure aujourd'hui dans les captages, c'est pas évident à répondre parce que ça diffère d'un type de sol à l'autre. Et donc, essentiellement, oui, c'est des pratiques assez anciennes. Alors, Jacques Dess, il y a eu il y a peu de temps une démonstration dont on va voir les images, c'était celle d'un drone qui sert à mesurer au plus juste l'apport nécessaire d'azote. Est-ce que vous pensez que la technologie contribue à apporter des solutions significatives? Oui, de toute façon, ça fait 20 ans qu'on travaille justement sur la technologie. On voit là des drones aujourd'hui. Bon, demain, on verra bien comment ce sera, mais il faut des antennes relais, il faut tout ce qui s'ensuit. Mais aujourd'hui, en tous les cas, par les GPS sur nos appareils, on fait des réductions considérables. Vraiment, on applique ce qui est nécessaire. Donc, c'est vraiment quelque chose de vraiment très positif. Et on sait quand on sort du champ ce qu'on a mis exactement au kilo près ou au litre près, alors qu'avant, on mettait à peu près. Pour refaire un point, c'était 500 litres sur un hectare, ça fait un fond de verre sur un mètre carré, je crois. Absolument, c'est ça. Allez, on va parler du 5e plan nitrate, puisqu'il faut en parler. Oui, à présent, Fabrice, je vous propose de voir pourquoi ce 5e plan nitrate est très mal accueilli par les agriculteurs au bois, avec un exemple, celui de Yves Buridan, qui estime que cela ne va pas du tout améliorer la situation. Image. Yves craint de devenir un agriculteur sans terre. Au 5e plan nitrate européen, la France a la particularité d'avoir ajouté l'interdiction d'apport d'azote et donc d'engrais sur des pentes de plus de 15%. Sur la colline, le petit bosquet qui se trouve en bas, voilà, à partir de ce bosquet, on est à plus de 15% jusqu'au le bois, donc interdit des pentes d'azote, donc aucune culture dessus, aucun résultat. Donc il reste en fin de compte la petite partie du bas, en gros un jardin de quoi nourrir des poules. Pas de quoi s'en sortir financièrement, Yves s'est posé la question. Avec la direction départementale des territoires, il a mesuré l'ampleur des pertes. 21% de ma surface sur 188 hectares qui est touchée et c'est plus de 21% de revenus en moins puisque j'ai mes charges qui ont été calculées sur la surface totale. Les agriculteurs qui polluent de façon irresponsable, pour lui c'est fini. Chaque année, il investit pour améliorer sa performance écologique. À l'heure d'aujourd'hui, on respecte de plus en plus et ce qui est très bien et je pense qu'il faut rester dans ce cheminement-là et continuer. Lionel Bouvet, mais finalement, qui pollue? Je lave ma vaisselle, je prends une douche, je fais des machines, je pollue aussi l'eau tous les jours. Est-ce que vous avez des chiffres sur la proportion entre industrie, entre particuliers et agriculteurs? Oui, alors il y a le CNRS qui montrait sur sa page internet en fait, l'essentiel de la pollution domestique, elle provient donc de l'assainissement, on l'a dit tout à l'heure, ça représente à peu près 20%, ou ça représenterait 20% des quantités d'azote qu'on retrouve dans les eaux souterraines. Donc c'est ma vaisselle, l'assainissement. Hein, l'assainissement, c'est les toilettes, voilà, c'est les eaux usées, quoi. L'industriel contribuerait à hauteur de 10 ou 15%. Le reste étant probablement dû à des apports en azote un peu trop importants. Et on a un pourcentage précis pour les agriculteurs ou pas du tout? Pour les agriculteurs, on serait entre 60 et 70%, donc c'est la quantité restante. Donc c'est un enjeu quand même. Par rapport à la société, c'est un enjeu pour vous. Pourquoi l'Aube semble à ce point affectée par les nitrates? En fait, je ne sais pas si on peut voir la carte de vulnérabilité. Je vais la montrer. Allez-y. C'est la carte de vulnérabilité qui a été donnée par la directive nitrate. On est dans le bassin parisien, on est sur des terres assez productives, donc il y a eu des gros apports par le passé. Aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on voit en orange? En orange, ce sont les zones vulnérables. Vulnérables, d'accord. Et si on regarde ces zones oranges, c'est que justement,
Elle concerne essentiellement donc toutes les zones en grande culture, là où on apporte des grandes quantités d'azote. Après, la vulnérabilité, elle a été décrétée sur plusieurs critères. C'est 1, diminuer l'eutrophisation dans la baie de la Seine, donc par rapport à la qualité des eaux de surface, c'est 2, par rapport à la qualité des eaux souterraines, et 3, parce que il y avait certaines aides aux agriculteurs qui étaient conditionnées par le fait d'être situés en zone vulnérable, dont notamment le plan de modernisation des bâtiments d'élevage. Donc la profession agricole s'est dit, si on veut toucher les aides, il faut être en zone vulnérable. Dernière question avant de passer à nos chroniques, parce qu'on vient de passer un petit quart d'heure quand même à découvrir des initiatives d'agriculteurs pour améliorer la qualité de l'eau. Mais enfin, certains téléspectateurs qui nous regardent, s'ils sont au courant un peu du sujet, sur le sujet des nitrates, l'Europe a condamné la France en juin 2013 sur des manquements. Et donc, la personne qui nous regarde doit se dire, mais qui a tort, qui a raison? Ça, c'est une bonne question. Ça, je vous remercie. C'est une très très bonne question. Je sais, enfin bon, en tous les cas, aujourd'hui, nous, il y a vraiment des travaux qui sont menés. Il y a des, mais encore une fois, je vais me répéter, mais je vois pas le but. Je vois pas la finalité, je vois pas le bénéfice que l'eau va retirer de ces 3 mesures qui me paraissent complètement délirantes, c'est-à-dire de ne plus travailler dans les pentes. Donc je ne sais pas si l'Europe a tort de nous dire ça, mais moi j'estime qu'elle a complètement tort en tous les cas. Et vous estimez que le monde agricole fait déjà beaucoup d'efforts? J'estime qu'on en fait pas mal. Il y a encore sûrement des choses à faire. Moi j'ai franchement des idées. C'est ce que je disais, on voyait tout à l'heure. Travailler en travers nos parcelles, c'est peut-être une idée. C'est pas applicable partout. Tous les agriculteurs ne peuvent pas le faire. Nous, sur les 50% concernés par cette directive nitrate, si demain ça reste comme ça, ça disparaît. Je veux dire, je m'arrête. Donc et je vois pas encore une fois ce que ça va apporter à la qualité de l'eau que l'on boit tous les jours. C'est ça le problème. Très fort sujet. On est un petit peu en retard parce qu'on est tous très motivés et très intéressés par ce sujet. On passe directement au retour sur l'actu. Et on commence par des manifs. Oui, l'actualité agricole auboise a particulièrement été marquée par des manifestations contre le 5e plan de nitrate dont on parlait à l'instant et les conséquences de l'arrivée aussi du loup. Alors le 7 février dernier, le président national de la FNSEA, Xavier Belin, a apporté son soutien aux agriculteurs du département, évoquant, je cite, leur détresse. Autre président du Conseil général, Philippe Anneau, s'est lui aussi exprimé sur le sujet. Il demande aux agriculteurs de ne pas se tromper de cible. Autre sujet, bizarrement, peut-être que, alors que le loup arrive, peut-être que les paysages agricoles au bois pourraient changer à l'avenir avec davantage d'élevage. Exemple à Barberet. Laurent Massé s'est lancé, il s'occupe de 400 brebis. Objectif, se diversifier et compenser le fait que les terres deviennent de plus en plus chères, que les céréales pourraient à l'avenir rapporter moins. Et enfin, les besoins écologiques pressants ont fini par le convaincre de franchir le cap. L'élevage est à ses yeux une solution et il n'est pas le seul à le penser. Donc peut-être bientôt beaucoup d'animaux dans le département. On finit l'actu avec une star. Enfin, l'Aube aura sa représentante au salon de l'agriculture. Elle se nomme Fleurine Détilleul. Elle est âgée de 3 ans et demi. C'est le gérant de l'ERL Détilleul à Marolles-en-Mailly qui la présente. 1,58 m, 600 kg. Elle défilera durant le concours de la plus belle vache laitière. Ses atouts, des mamelles exceptionnelles, pas de stress, elle adore les défilés. À noter, 115 animaux seront présents porte de Versailles dès le 22 février prochain. Une dernière actu rapidement, c'est une édition de la Chambre d'agriculture pour les professionnels, cette fois-ci, et aussi du groupement champenois avec un guide sur l'agriculture forestière et il y aura une conférence le 6 mars prochain. Et on continue avec de la pédagogie encore dans cette émission, dans la rubrique « Comment ça marche ?» Christian, on parle de la PAC souvent, la politique agricole commune. C'est un mot qui revient comme le mot nitrate, mais on ne sait pas tellement ce que c'est. Oui, là aussi ça fait un peu peur. Mais en fait, si je vous dis que chacun paie sans le savoir pour avoir de la nourriture, passez-moi l'expression, mais de la nourriture à la fois en quantité et en qualité, ben en fait c'est un peu le principe de la PAC. C'était le début. Voilà, c'est le principe de base et les besoins et les habitudes alimentaires ont évolué. Et bien la PAC, elle aussi, et je propose de voir de quelle manière. Après-guerre, l'Europe a faim. Son alimentation dépend des importations. En 1957, 6 pays d'Europe se regroupent et créent en 1962 la PAC, Politique agricole commune. Objectif, assurer une alimentation de qualité et abordable, en quantité suffisante afin d'être autonome. Victime de son succès, les objectifs de la PAC sont dépassés dans les années 80 avec des surproductions.
Des quotas, des plafonds de production, des stocks sont formés, mais cela ne suffit pas. En 1992, une réforme profonde est entamée. Les agriculteurs produisent moins, c'est une obligation, et gagnent moins, c'est un fardeau. L'argent de la PAC se transforme alors de subvention en compensation. En 1999, le soutien au développement rural est introduit et en 2003, le soutien à des actions en faveur de l'environnement également. Aujourd'hui, une nouvelle évolution se prépare. Une nouvelle réforme de la PAC, elle va commencer dès 2015 et elle va s'achever en 2019 pour recommencer sur une nouvelle réforme à partir de 2020. Alors, le principal objectif de la réforme, c'est d'avoir une meilleure répartition des aides. Donc déjà, entre les pays européens, avec les nouveaux entrants, il faut les doter d'enveloppes également pour la PAC. En fait, historiquement, les paiements étaient liés au rendement des surfaces. Donc plus les régions étaient productives et plus elles étaient dotées de paiements importants. Et demain, donc, on essaye de se rapprocher progressivement de la moyenne française. Donc dans le département de l'Aube, historiquement, on avait des paiements qui étaient plus élevés que la moyenne, donc on va contribuer à ce rééquilibrage national. Donc ça représente à peu près 40 millions d'euros de pertes de subventions pour le département de l'Aube. Un des objectifs de la réforme, c'était aussi de mieux doter les filières d'élevage. Ce qu'on peut regretter dans le département, on estime à peu près que les élevages bovins, à la fois viande et lait, vont perdre environ entre 20 et 30% de leurs aides. La nouvelle PAC prévoit de privilégier les aides aux exploitations qui respectent des réglementations environnementales plus élevées qu'aujourd'hui, un défi pour le monde agricole. On a besoin d'une pause environnementale, on a besoin de savoir ce que l'on a fait, si ça a eu un impact ou pas. Ça demande du temps à la nature de s'adapter. Jusqu'ici, la PAC appliquait la préférence européenne. Demain, les barrières douanières pour le lait et le sucre seront levées. Avec des techniques de production qui sont beaucoup moins respectueuses de l'environnement et qui ne respectent pas aussi les hommes et les animaux. Donc en fait, on importe, c'est comme dans le textile, on importait du chinois pour pas cher. C'est exactement ce qu'on va avoir sur le lait. On peut importer des OGM, on peut importer du bœuf aux hormones, on peut importer du bio qui n'est pas bio. Donc si on veut pouvoir contrôler notre agriculture et notre alimentation, le meilleur moyen, c'est de produire sur notre territoire. En moyenne, chaque Européen contribue à hauteur de 10 € par mois pour le maintien de la PAC, qui depuis 1962 assure une mission essentielle. Une alimentation on va dire de qualité, de quantité et très peu cher. C'est surtout le premier objectif de la PAC, c'est ça, c'est le droit à manger. Alors certes, ça peut peut-être coûter cher, mais si on enlève la PAC et le soutien un petit peu à l'agriculture, on paiera l'alimentation plus chère. Contre-Champs s'intéresse ce mois-ci au Salon de l'agriculture qui commence à Paris à partir du 22 février. Des agriculteurs au bois y participent. Et Christian, vous êtes intéressé particulièrement au concours général agricole. Oui, il existe depuis le 19e siècle, figurez-vous. En fait, ce sont des dégustations à l'aveugle qui permettent de récompenser les meilleurs produits de terroir de France. L'Aube y participe et je propose de voir tout simplement les coulisses, tout simplement, de la préparation de ce concours général agricole. Gérard Hotte est un champion du cidre au bois. Il est particulièrement fier d'avoir été médaillé au concours général agricole en 2010 pour le saveur du pommier et en 2012 pour le jus pomme cassis. S'il participe depuis 2002, cette année, il présente 6 produits au concours. Jus de fruits de nectar. Jus de fruits et nectar. Alors il y a pomme et jus de fraise, pomme et jus de cassis, pomme et jus de rhubarbe. Et ratafia du sud du pays d'Hôte. Donc à chaque fois, il me faut 2 bouteilles. Dans l'Aube, c'est Sylvie Coutier qui se charge de prélever les produits. Je prends au hasard dans le stock. Voilà. En principe, chez les producteurs de champagne, je vais carrément directement dans les caves et je prélève dans leur grand stock. Donc dessus, j'appose l'étiquette du produit. Elle sert à identifier le produit en fonction de la fiche de l'inscription du producteur. Donc j'ai les cidres, le fromage, apéritif, confiture et les champagnes. 3 jours sont nécessaires pour prélever les échantillons. Particularité du champagne, celui-ci est présélectionné au niveau régional. Nous sommes 4 par table, nous avons 12 champagnes et sur les 12 champagnes, nous devons en éliminer 6 qui ne partiront pas sur Paris.
C'est le producteur qui prend à sa charge les frais d'inscription et d'expédition. J'appose un scellé sur le carton. Voilà. Donc pour moi, ma mission s'arrête là. Le jour du concours, ces cidres et jus seront versés dans des carafes et dégustés à l'aveugle par le jury. Il y a des professionnels, des semi-professionnels et des gens, monsieur et madame tout le monde. Justement, il manque un peu de gens de la région. Parce que du coup, on se retrouve avec des personnes qui ne connaissent pas nos petits produits régionaux et de ce fait, n'arrivent pas à concevoir qu'un jus de pomme soit différent de ce qu'ils trouvent en grande surface. À l'inverse des JO, nous n'avons pas forcément de médaille d'or à décerner. Il peut très bien y avoir plusieurs médailles de bronze et aucune d'or. Gérard Haute cumule les prix afin d'assurer la reconnaissance de sa production. Et donc régulièrement, si on décroche cette reconnaissance, ça nous permet de développer nos ventes. À chaque remise de médaille chaque année, nous avons souvent des contacts derrière, de négociants qui nous appellent et qui nous demandent d'envoyer des échantillons. Alors bien sûr, la médaille va influer. Certains clients, chaque année, en revenant au printemps, quand on ouvre, alors cette année, qu'est-ce que vous avez eu comme médaille? Alors, c'est ce produit-là, donc on va le déguster. Déguster car pour vendre les cidres ou les jus, le goût reste le seul maître de la décision d'achat. Ici, les prix du concours général agricole ont facilité les contacts pour l'export en Europe. Voilà, c'est la fin de Terres et Vignes de l'Aube. Merci à nos deux invités. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes agricoles. Au revoir.